End of the day, the only thing that matters are the facts and the numbers. And numbers, my friends, don't lie. I'm down here, and these are all political opponent attack ads by the Biden administration. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont deux déclarations faites ce matin à New York, là où l'ex-président Donald Trump témoigne depuis 10h30 environ. Son témoignage suit celui de ses deux fils, Donald Jr. et Eric. Je vous rappelle qu'il est poursuivi au civil pour avoir gonflé la valeur de ses avoirs afin d'obtenir des prêts bancaires à des conditions plus avantageuses. Pour faire le point, on a invité Olivier Piton, qui est avocat en droit public français, européen et américain. Bonjour, Maître Piton. Bonjour. Alors, ces deux fils à Donald Trump se sont défendus en disant qu'ils n'avaient absolument rien à voir là-dedans, que c'était plutôt les comptables de la firme Mazars qui étaient responsables. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre maintenant de Donald Trump, là, à part les prises de bec en cours? En fait, il y a toujours la même stratégie de défense concernant Donald Trump, c'est-à-dire de se victimiser et d'accuser la justice d'être partiale et de chercher à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle américaine. Là, on est, comme vous l'avez rappelé, on est dans le cadre d'un conflit civil, donc il ne risque pas de prison, mais ce qu'il risque au demeurant est presque aussi grave, puisqu'en fait, c'est son empire financier, ses marges de manœuvre financières qui sont en jeu. Et au bout du compte, c'est une sorte de peine de mort commerciale contre laquelle il joue et contre laquelle il se bat. Vous avez rappelé effectivement les interventions de ses deux fils, Donald Jr. et Eric. Ils n'ont pas convaincu aussi bien le juge que la procureure. Donald Trump, depuis qu'il est à l'écoute, depuis qu'il est auditionné actuellement, est également mis en difficulté. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est le narratif de Donald Trump en défense d'un côté et la réalité des chiffres, en particulier les données. Vous avez rappelé tout à l'heure le comptable Mazars, qui effectivement, lui, s'est dissocié de la comptabilité de Donald Trump depuis déjà plus d'un an. Bon, on a entendu d'ailleurs la procureure James dire les chiffres ne mentent pas. Et on le sait depuis que cette saga a commencé. Trump répète à qui veut l'entendre que les banques n'ont pas perdu d'argent, donc il ne s'agit pas d'une fraude. Est-ce que la stratégie d'une défense pareille, là, c'est solide? Est-ce que c'est la seule qu'il a d'ailleurs? Oui, c'est la seule qu'il a avec la victimisation, c'est effectivement d'expliquer qu'il ne voit pas où il peut y avoir de la fraude, puisque les banques n'ont pas perdu d'argent. D'abord, c'est extrêmement fragile. Et deuxièmement, si vous voulez, il s'est mis dans une situation absolument intenable, puisque les actifs ont été, d'après l'accusation, surévalués on parle de 800 millions de dollars à plus de 2,2 milliards de dollars. Donc on a des données chiffrées et on va bien au-delà, s'il vous voulez, du simple fait que les banques, d'une certaine manière, n'aient pas été directement impactées. La problématique est, si vous voulez, c'est la mise en place d'un système de fraude depuis 2014, extrêmement ancien, et qui, au bout du compte, comme le dit effectivement la procureure, les chiffres ne mentent pas. Il a énormément de difficultés, y compris maintenant d'ailleurs, à pouvoir les contrecarrer. C'est ça son principal problème. Bon, et on sait que sa fille Ivanka va venir témoigner aussi. Il y a bien des gens qui disent qu'elle était pas mal plus impliquée qu'elle ne le dit là, dans le stratagème en question. Alors, ce que dit l'accusation, c'est qu'en fait, le père, les fils et la fille étaient partie prenante dans le système, dans l'organisation du système des entreprises Trump, à New York en particulier. Les deux fils ont montré, même en étant maladroits, ils ont montré dans les auditions une véritable solidarité vis-à-vis du père. Toute la question est de savoir si Ivanka va, elle, de son côté, également jouer ce jeu-là. On sait qu'elle a pris ses distances par rapport à son père. Et si jamais la famille venait à tenir, en tout cas une partie de la famille venait à tenir un discours légèrement différent, légèrement dissonant sur le discours officiel tenu par les avocats de Donald Trump et Donald Trump lui-même, cela fragiliserait énormément la défense, qui est pour l'instant extrêmement malmenée. Oui, justement, malmené, parlons-en, parce que les relations entre le juge du procès, M. Engoron, et Donald Trump sont assez tendues. Ça, est-ce que ça risque pas de poser un problème à un certain moment? Absolument. C'est-à-dire que Donald Trump a insulté le juge, il a insulté la procureure, donc il a aussi bien insulté Arthur Engoron
que Laetitia James. Oui. Il les a traités en particulier pour le juge, donc celui qui est censé prendre la décision. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'à l'origine, il s'est retrouvé dans une situation du fait d'une mauvaise stratégie, dans la situation de ne pas être jugé par un juré d'assises, mais par un juge seul qui va prendre en son âme et conscience la décision de le condamner ou pas. Et quand on le traite de, je cite, voyou, dérangé, haineux, il est compliqué derrière d'espérer obtenir la clémence. Donc effectivement, les relations entre le juge, la procureure, mais surtout le juge et Donald Trump sont pas mauvaises, elles sont exécrables. Et ça va forcément jouer sur le résultat final. Et ça s'est vu, d'ailleurs, ce matin, ça s'est entendu. Le juge a fait des demandes à l'avocat. Le juge a demandé à Donald Trump de s'asseoir. Bref, c'est déjà mal parti. Oui, c'est très mal parti. Encore une fois, ce qu'on remarque, si vous voulez, dans la suite des procès auxquels doit faire face Donald Trump, c'est que la défense est toujours la même. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Il est toujours à la fois dans l'agression, l'agressivité et la victimisation. Il essaye de politiser systématiquement les procès qui lui sont faits. Pour l'instant, en tout cas en termes de sondage, ça lui est plutôt profitable. Mais là, ce qui se joue effectivement, ce que je rappelais au début, c'est une peine de mort commerciale. Donc on sort du cadre politique, c'est vraiment, si vous voulez, le porte-monnaie de Donald Trump qui est en jeu et sa possibilité pour lui et ses enfants de pouvoir gérer son empire, en particulier son empire financier à New York. Et ça n'est pas du tout évident qu'il arrive à s'en sortir au bout du compte. Olivier Piton, je suis certaine qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque ce n'est pas la fin de ce procès et ce n'est pas la fin des démêlés judiciaires de Donald Trump. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.